Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des commentaires et des décryptages. Il y a souvent également des points de vue qui donnent droit à des débats. Aujourd'hui, 4 sujets sont sur la table de ces débats. Il s'agit du procès du putsch manqué de septembre 2015. Nous parlerons du fonds commun avec comme argument le passage du ministre en charge des Finances à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions orales des députés. Nous parlerons de la Semaine nationale de la culture Bobo 2018 qui a débuté, vous le savez déjà, hier dans la capitale économique du Burkina. Et enfin, en page internationale, nous dirons un mot sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans le cadre du dossier dit du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Autour de la table, je suis en compagnie de 3 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Lassane Osé Ouedraogo des éditions Sidoya. Bonjour. Bonjour, Sayon. Nous avons avec nous Paul Miki Rwamba de la radio Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Sayon et bonjour à tous. Autour de la table également Zoubaviel David Dabigué de la télévision du Burkina. Bonjour. Bonjour Sayon, bonjour à tous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, on commence ce débat avec le procès du putsch manqué de septembre 2015. Vous le savez, 84 personnes, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, se comparaissent devant le tribunal militaire pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Alors, après une première suspension, le 27 février, l'audience a été reprogrammée et a repris le 21 mars dernier et a été de nouveau suspendue le 22 mars. Les débats stagnent toujours, on peut le dire, sur les questions de procédure. Les avocats de la défense disent que ces procédures ne sont pas respectées. Paul Miki. Oui, les procédures ne sont pas respectées selon les avocats de la défense. On n'est pas étonné totalement, en tout cas moi, à mon avis, de ce qui est en train de se faire au niveau de ce dossier. Parce qu'il fallait s'attendre justement à ce que les avocats de la défense tournent autour de la forme, c'est-à-dire la question de procédure, parce que c'est là qui est plus important. Et nous sommes ici dans le domaine du droit, vous le savez certainement qu'il y a la phrase qui dit très bien que la forme tient le fond à l'État. Donc les avocats dans leur rôle vont justement faire en sorte que toutes les procédures soient respectées. Aujourd'hui, il est surtout question des récusations du président du tribunal, justement, qui juge les prévenus de ce putsch manqué. Alors, donc, on a également ces avocats de la défense qui ont pas mal d'arguments juridiques. Lorsqu'on les écoute, il y a en tout cas du fond dans le débat, mais on ne peut que faire avec. Alors, tout est parti, donc, on a un dossier qui s'inscrive dans la durée. On l'avait déjà dit depuis l'entame de ce dossier, et ce n'est pas en quelques semaines ou en quelques mois que l'on va arriver à vider ce dossier. Bon, on espère dans tous les cas que ça va se reprendre et que finalement les entraves au niveau de la procédure seront levées afin que l'on puisse atteindre enfin le fond du dossier, parce que depuis l'ouverture, on ne fait que tourner autour de la forme et les Burkinabés sont impatients d'entendre les généraux et les autres prévenus à la barre pour les débats de fond, parce que il est important aujourd'hui de savoir qui a joué quel rôle dans le cadre du putsch manqué. Jusqu'aujourd'hui, on n'est pas encore là, on est toujours dans les procédures et bon, on est dans une procédure judiciaire et c'est tout à fait normal également. On ne peut pas s'en prendre aux avocats qui sont ici et dans leur rôle, parce que pour qui connaît un peu le droit, il sait très bien qu'un avocat, même s'il est commis d'office, il est donc amené à défendre son client par tous les moyens légaux. Et c'est bien ce que les avocats font et il faut évidemment les comprendre et puis aller dans ce sens, parce que c'est l'option que nous avons faite d'aller vers la justice classique pour solder les comptes en ce qui concerne le putsch manqué. En tout cas, les avocats, selon eux, ils ne font pas ça pour empêcher en tout cas le dossier d'être jugé. Ouais. Zoubaviel, alors vous suivez ce dossier pour la télévision du Burkina. Que pouvez-vous dire sur ces procédures et les débats qui sont menés autour de ces procédures? Alors, Paul Miki vient de le souligner. Il a dit qu'en droit, les questions de procédure dans un procès, en l'occurrence un procès de ce genre, doivent être vidées. C'est-à-dire qu'on doit purger les entorses à la procédure, in limine litis sous peine d'irrecevabilité. C'est-à-dire qu'il faut purger toutes les entorses, les anomalies à la procédure,
avant d'entrer dans le fond du débat. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'attitude des avocats aide plutôt le tribunal à purger toutes ces entorses-là, de sorte à ce que le jour où peut-être le verdict sera rendu et qu'on parte en cassation, on ne dise pas qu'il y a eu des entorses à la procédure à un moment donné et que le procès et le verdict n'est pas valide. Donc, je pense qu'ici, ils sont dans leur rôle. Et bon, bien sûr, au-delà de la question même de droit, des questions de droit qu'ils posent au niveau de cette procédure, il y a aussi un petit show qui se fait. C'est-à-dire qu'on veut rassurer les clients que nous sommes vraiment dévoués à défendre leur cause et qu'on ne va pas lâcher du reste. Alors, vous vous souviendrez que, d'abord, pour le décret même nominatif du président du tribunal, Seydou Ouedraogo, il y a eu beaucoup de débats autour de cette question, des débats procéduraux. Alors, le décret avait été attaqué au niveau du Conseil constitutionnel par 2 lieutenants qui sont actuellement assis comme accusés aujourd'hui. Alors, les 2 lieutenants sont les lieutenants Relwende Compaoré et Abdul Kadri et Dianda, qui ont saisi le Conseil constitutionnel au motif que le décret viole une disposition de la Constitution qui voudrait que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature qui nomme les magistrats. Alors, ils ont été déboutés du fait que le tribunal militaire est un tribunal d'exception et qu'à ce titre, le président du FASO peut nommer le président de ce tribunal-là. Alors, je pense qu'il y a un jeu de procédure, une guéguerre à la matière, et même que les avocats de la défense, du moins de la partie civile, ont même souligné que le ministre Bagoro, qui est aussi en question dans cette procédure, n'est pas habilité à prendre un décret. Le décret a été co-signé, mais il est de l'apanage du président du FASO. Donc on comprend bien le jeu qui se dessine actuellement au niveau du tribunal militaire. Mais Paul Meki Rwamba vient de le souligner, c'est un procès qui va s'inscrire dans la durée et les Burkinabés aussi doivent être patients pour que le procès puisse aboutir à quelque chose d'irréprochable sur le plan du droit. D'accord, oui. Lassane. Bon, je pense que, comme les autres l'ont dit, il faut comprendre cette bataille procédurale. Hein. Il fallait s'attendre à ça parce qu'au regard quand même du dossier emblématique. Et parce que si vous voyez, si vous regardez un peu ce qui se passe depuis l'ouverture du procès, la défense n'a fait que, à chaque fois que vraiment on vide une observation, ils ne font que amener d'autres observations. Parce que vous savez que dès le début, c'était la date d'entrée en vigueur même de l'acte nominatif des juges qui étaient en jeu. Après ça, c'était ensuite un certain nombre de choses, comme Joubaviel l'a dit, et les conseils ont attaqué cet acte en conseil, au niveau du Conseil constitutionnel. Voilà, ils ont été déboutés et ils reviennent avec le fait que René Bagoro, qui se porte comme partie civile parce qu'il a été enlevé avec le président Michel Zida et puis Louada. Donc, il est dans son droit de se porter partie civile. Et c'est ce même René Bagoro, aujourd'hui ministre de la Justice, oui, qui contresigne l'acte de nomination de ces juges. Donc, la défense estime qu'on ne peut pas être juge et partie à la fois. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que vraiment une observation ou une exception est vidée, la défense vient encore avec une autre exception. Et c'est normal parce que je pense que cette bataille est profitable aussi bien pour le tribunal que pour la défense parce que, comme Joubaviel l'a dit, ça permet quand même au tribunal de procéder à la correction d'un certain nombre de choses pour éviter qu'en cas d'appel en cassation, ce verdict qui sera rendu ne soit frappé de nullité. Ensuite, ça permet aussi aux avocats quand même de plaider tout d'abord pour leurs clients, mais ensuite quand même de s'attarder sur la forme. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, même quand on dit la forme tient le fond, au-delà de ça, ici nous avons, moi j'appelle ça un flagrant délit. Il y a eu coup d'État, en quelque sorte, le supposé cerveau du coup d'État a endossé, il a pris la responsabilité. Ça fait qu'il vaut mieux mettre l'accent sur la procédure, mettre toute l'énergie sur la procédure, de telle sorte que, quoi qu'on dise, ce procès est quand même du piquant, et de telle sorte que lorsqu'on va aller dans le fond des choses, les choses puissent mieux évoluer. Ouais. Alors, on parle beaucoup de procédures. Alors, certaines personnes pensent que le dossier, l'instruction
peut-être n'a pas suivi toute la rigueur nécessaire et c'est peut-être cela qui donne la possibilité aux avocats donc d'exploiter certaines failles de cette instruction. Est-ce que vous pensez de la même manière? Oui, c'est tout à fait mon avis. Vous avez vu, l'instruction de ce dossier a duré presque 3 ans. Ça a pris beaucoup de temps, mais malgré tout cela, on a eu des irrégularités qui ont été constatées au niveau des avocats. Alors, ça pose en même temps le débat sur les tribunaux d'exception au Burkina. Voyez-vous, le tribunal militaire, c'est un tribunal d'exception, tout comme la Haute Cour de justice, qui d'ailleurs avait commencé son boulot. Et pour être entre-temps stoppé par des exceptions d'inconstitutionnalité, il a fallu qu'on reparte à l'Assemblée nationale pour corriger des choses. C'est un peu le propre des tribunaux d'exception. Alors, pour ce dossier, on a vu effectivement l'instruction qui a pris du temps, où il y a eu des irrégularités qui ont été relevées par les avocats. Nous sommes à une étape où on n'a pas encore vidé les arguments à la possession des avocats pour justement gérer cette question de forme. Donc, il faut s'attendre à la reprise du procès lundi, à ce qu'il y ait d'autres arguments de cette nature, et même peut-être les mois à venir. On va tourner comme ça et pendant longtemps, mais on est obligé, dans le cadre de cette procédure, de vider tous ces contentieux au niveau de la forme avant d'aller au fond. Donc, ça risque de prendre du temps et il faut que les uns et les autres comprennent que c'est comme ça lorsqu'on fait l'option d'aller vers une procédure judiciaire. Et la forme va peut-être prendre beaucoup de temps, mais on suppose justement que lorsqu'on va atteindre le fond, et comme l'a dit Osé, nous sommes ici dans un cas de flagrant délit, ça devrait aller plus vite, parce qu'à peu près, les Burkinabés savent qui a fait quoi dans le cas du putsch manqué. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi un tel dossier dure. On a été pratiquement tous témoins de ce qui est arrivé. Il y a des victimes qui sont là. Il y a des gens qui ont été pris en otage au niveau du putsch manqué qui peuvent témoigner, en l'occurrence les ministres précédemment cités. Il y a aussi des gens qui ont reconnu d'ailleurs la responsabilité politique de ce coup d'État manqué. Donc on a des prévenus, 84 personnes qui sont à la barre. En principe, ça devrait aller plus vite, mais comme vous l'avez dit, la partie instruction a pris beaucoup de temps. Et la partie instruction a connu pas mal d'irrégularités. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aboutit à des non-lieux qui ont été prononcés. Et des gens ont été mis en prison. Ensuite, on bénéficiait de non-lieux sans qu'on ne puisse nous dire exactement ce pourquoi on les avait arrêtés. Donc, il y a eu pas mal d'irrégularités comme ça dans la procédure. Et donc, aujourd'hui, il faut que les uns et les autres comprennent que l'option de la procédure judiciaire, ça a ses exigences et il faut compter, il faut avoir beaucoup de temps. Ça risque de prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'il y en a qui ont proposé une justice transitionnelle. Je ne sais pas c'est à quoi ça renvoie, mais ça permet quand même d'aller un peu plus vite. D'accord. Oui, Zoubaviel. Non, je pense que contrairement à ce que Paul Miki dit, ce n'est pas une question aujourd'hui d'instruction. L'instruction est bouclée, il y a eu des mises en accusation, certains ont été relaxés. Alors aujourd'hui, ce qui se pose au niveau du tribunal militaire, c'est vraiment d'abord la question de la mise en place du tribunal, parce qu'ils ont estimé à un moment donné que ça n'a pas respecté toutes les normes. Voilà, il fallait d'abord prendre les généraux qui ont tous été listés par le général Gilbert Djendjere comme des témoins. Alors, il fallait redescendre sur ordonnance du président du tribunal pour prendre les colonels-majors et après les colonels et autres. Alors, ils ont dérogé à la règle. Aujourd'hui, on a des juges assesseurs qui sont colonels-majors et des juges et assesseurs et de plein droit qui sont colonels. Alors, les avocats ont estimé qu'il y a une entorse à la règle même du droit ici. Alors, l'autre problème qui se pose à ce niveau, c'est la récusation du juge. On lui demande de s'auto-recuser parce qu'il a été proposé par le ministre René Bagoro pour siéger. Alors, ce sont des problèmes, on ne va pas dire que ce sont des petits problèmes, mais c'est un peu ça. Sinon, le fond même, le contenu, les charges qui ont été retenues contre les différents accusés ne sont pas ici encore mises en cause. C'est-à-dire qu'on a bouclé le dossier, ceux qui devaient partir, ceux qui devaient siéger, comme on appelle, être, voilà, avoir la qualité de prévenu. Voilà, ceux que tout le monde a été entendu. Au départ, ils étaient nombreux, plus de 100 personnes. Aujourd'hui, il y a 84 personnes qui sont sur le banc des accusés. Il y a certaines personnes, en l'occurrence Eddie Kombouego, Caroline Yoda et bien d'autres qui ont été relaxés. Je pense qu'à ce niveau, le dossier a été bouclé. Maintenant, ce sont ce qu'ils appellent les entorses à la procédure et qui minent actuellement la conduite de ce dossier-là. Mais je pense que toutes ces exceptions-là ont été déposées le jeudi dernier sur la table du président qui a promis de donner réponse à l'audience de demain, la reprise demain. Alors, la question centrale de cette bataille procédurale, c'est bien la capacité ou non, la compétence ou non du juge Seydou Ouedraogo à connaître de ce dossier. C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Parce qu'on estime que, comme l'a dit Osé, il est partie civile dans un dossier
où il a co-signé le décret, l'acte de nomination. Les juges estiment qu'aujourd'hui, c'est un jugement, on veut les juger, et du moins les avocats de la défense estiment aujourd'hui qu'on veut juger leur client par personne interposée et que ça ne marche pas. La démonstration a été faite par les avocats de la partie civile qui ont estimé que dans le droit administratif, ce n'est pas le ministre qui prend le décret, mais bien le président. Et aujourd'hui, aucun texte au Burkina Faso ne dit que c'est Renaud Bagoro qui a proposé et le juge Seydou Ouedraogo. C'est le cas quand il s'agit du Conseil supérieur de la magistrature, mais ici, il ne s'agit pas du Conseil. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas donné son avis ici. C'est le président qui a pris son décret. Donc, c'est une suspicion vraiment qui n'est pas fondée sur une base matérielle. Et c'est au juge demain de dire s'il est compétent pour connaître de ce dossier ou pas. Alors, naturellement, ça pourrait peut-être susciter une réaction des avocats, comme ils l'ont fait à la première audience. C'est-à-dire que s'ils estiment qu'il n'est pas suffisamment partial, ils peuvent décider soit de se déporter, soit de rester et se taire pour la suite des débats, soit rester et affronter la vérité de la deuxième phase de ce jugement qui consiste maintenant au jugement au fond. Oui. Voilà. D'accord. Oui, je pense que ce qui est peut-être en cause ici, ce n'est pas en quelque sorte totalement l'instruction, mais c'est des actes administratifs qui sont venus se greffer un peu à l'instruction, comme l'acte de nomination, ce décret qui a été pris par le président du Faso. Tout d'abord, c'était la date d'entrée en vigueur, c'est quand même c'est un peu administratif. Il y a ensuite le fait que le ministre Bagoro ait co-signé cet acte. C'est un ensemble d'actes un peu administratifs qui viennent se greffer à l'instruction et qui font que la défense quand même fait appel à ce genre de choses pour dire que non, il y a quand même un certain nombre de choses. Moi, je n'ai pas fait attention, mais il y a un confrère qui a dit que lorsqu'ils sont partis le jeudi, vous savez maintenant quand même qu'il faut saluer au moins la diligence que le tribunal militaire a fait pour les journalistes, parce qu'à l'ouverture, les journalistes n'avaient pas accès à la salle avec leurs appareils et consorts, voilà. Mais quand même, actuellement, à ma connaissance, il y a même une porte qui a été choisie pour l'entrée de la presse. Et ce confrère dit que lorsqu'il a consulté la liste des accusés, il a vu qu'au niveau du général Djibril Bassolé, il a été dit qu'en face de son nom, au moment de la commission des actes, il était ex-RSP. Et si, par exemple, c'était un acte par exemple, qui était sur la table du juge et que les avocats devaient faire peut-être recours à ça pour dire qu'il y a quand même un problème, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même des choses qu'il faut éviter. Peut-être c'est une erreur de frappe, mais dans ce genre de procès, comme le procès du putsch manqué, je pense qu'on doit passer toutes choses au peigne fin. De telle sorte que même les actes administratifs, même tout ce qui entre en ligne de compte, les écritures, tout doit être passé au peigne fin pour ne pas donner, pour ne pas prêter le flanc à la défense pour faire tarder les choses. D'accord. Il faut dire qu'il y a eu peut-être une petite avancée dans ce dossier, si on peut le dire ainsi, puisque le président du tribunal est arrivé à constituer quand même, en tout cas, le conseil qui va faire l'audience. Oui, c'est vrai que c'est une avancée. C'est d'ailleurs une avancée le fait que nous soyons ici déjà à la phase du procès, parce que ce n'était pas tout à fait évident dans le cadre d'un dossier aussi lourd que celui du putsch manqué. Donc je pense qu'on peut d'ailleurs se réjouir de ce qu'on ait atteint cette étape. On est atteint l'étape où les prévenus de temps en temps font le déplacement justement de la salle des banquets qui est devenue par circonstance la salle d'audience de ce tribunal. Et on espère bien que les choses vont aller un peu plus vite, on espère beaucoup, parce qu'il y a eu d'abord une première suspension qui a pris environ un mois, une seconde suspension, mais c'est juste quelques jours. On espère qu'à partir de lundi, les choses vont aller beaucoup plus vite, comme vous l'avez dit. Le tribunal est désormais constitué parce que cette étape a été franchie. On espère également que les autres étapes seront franchies à partir de demain lundi et que on pourra aller un peu plus rapidement. Parce que ce qu'il faut dire également, c'est que les uns et les autres sont impatients. Et ce qui a été donné de voir dès l'ouverture du procès, l'engouement que l'on a constaté le 27 février n'était plus le même engouement à la reprise le 21 mars, parce que beaucoup de gens ont pratiquement perdu espoir. Les uns et les autres ne sont plus affichés autour de ce procès. C'est comme si l'espoir était parti. Donc il faut faire en sorte que l'espoir revienne et qu'on puisse convaincre les Burkinabés de ce que la justice militaire pourra conduire à bout ce procès qui est assez quand même lourd, parce que les parents des victimes attendent justement de savoir qui a joué quel rôle
mais il ne faut pas également faire un procès expéditif. Ce serait vraiment dangereux, à mon avis. Il ne faut pas condamner de façon précipitée parce qu'on a écouté les avocats de la défense à l'avant-veille de la réouverture du procès qui ont dit que l'on veut coûte que coûte condamner les prévenus. Donc on est dans une dynamique où l'opinion a déjà condamné les personnes qui passent à la barre, ce qui est normal parce que tout le monde était témoin du coup d'État. Mais il faut également appliquer toutes les procédures judiciaires, faire en sorte que le procès soit véritablement équilibré. J'entends par procès équilibré ou un procès où les accusés ont la possibilité de présenter tous les moyens de défense au même titre que la partie civile également, qui doit être dédommagée, écoutée également. D'accord. Bon, oui, je pense que voilà, il y a parfois les citoyens lambda ne comprennent parfois pas la procédure quand on parle de procès, parce qu'il y a des gens qui vous disent on ne peut pas comprendre que quelqu'un fasse coup d'État, on sait que c'est lui, on l'a pris, il endosse, pourquoi ça prend du temps, pourquoi on le défend. Les avocats ne sont pas compris. Voilà, donc il faut comprendre la justice, il faut comprendre les procédures judiciaires, de telle sorte que ça ne soit pas un procès ça ne soit pas un procès à l'expéditif, parce que nous savons que le tribunal militaire, c'est un tribunal d'exception, mais qui suit quand même les règles les procédures judiciaires. Ce n'est pas parce que c'est un tribunal militaire que nous allons transposer ça comme dans le domaine des TPR. Voilà. Donc, il faut quand même permettre à la justice de faire son travail. Je vous parie que même les avocats de la partie civile, s'ils jetaient dans le rôle de la défense, ce sont les mêmes procédures, ce sont les mêmes arguments qu'ils vont évoquer pour faire traîner les choses. Donc, c'est toujours mieux de suivre la procédure judiciaire, de telle sorte que lorsque le verdict sera rendu, que les avocats ne sortent pas dit, on vous avait dit, voilà, le verdict nous donne raison. Non, que lorsque le verdict soit donné, qu'en âme et conscience, tous les Burkinabés puissent accepter ce verdict. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat. On va parler d'un tout autre sujet qui intéresse également les Burkinabés. Il s'agit donc du Fonds commun. Vendredi dernier, le ministre en charge des Finances était devant l'Assemblée nationale donc, pour répondre aux préoccupations des élus nationaux sur certaines questions concernant l'économie. Parmi tant d'autres questions qui ont été posées donc, au ministre, le député Ouseni Tamboura a voulu avoir, si on peut le dire ainsi, des éclaircissements sur le nombre de fonds communs qui existent au Burkina Faso et leur incidence budgétaire. Donc, les réponses, en tout cas, du ministre ont fait réagir beaucoup. Selon le ministre, en 2010, par exemple, le fonds commun était de 11 milliards. En 2016, la masse salariale était de 23 milliards et le fonds commun atteignait déjà 26 milliards, soit 113% en tout cas du salaire. Et nous sommes actuellement en tout cas 55 milliards de francs CFA donc pour les 21 fonds communs qui concernent 10 ministères. Alors c'est un débat qui est récurrent, qui revient souvent en tout cas sur la scène nationale. Alors finalement, qu'est-ce que vous pensez donc de ces fonds communs? Lassane. C'est un sujet quand même qui déchaîne la passion, un sujet délicat. Mais je pense qu'il a fallu peut-être que le ministre sorte pour qu'on sache qu'aujourd'hui, nous avons 21 fonds communs et assimilés. Parce qu'avant, on ne parlait que du fonds commun du ministère de l'économie et des finances. On ne savait pas qu'il y a d'autres ministères qui ont un fonds commun. Et le ministre, madame la ministre, surtout dans son développement, s'est un peu attardé sur surtout son département, qui est le ministère de l'économie et des finances, où il a donné un certain nombre de chiffres. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de fonctionnaires crient quand même à l'injustice parce qu'il y a ce qu'on appelle deux catégories de fonctionnaires. Mais moi, je n'analyserai pas le problème à ce niveau parce que moi, je vois en quelque sorte qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à ce que nous sommes en train de discuter de ce fonds commun, parce qu'il y a 3-4 ans de cela, on savait qu'il y avait un fonds commun, mais ça ne déchaînait pas la passion comme jusqu'à aujourd'hui. Parce que je pense que aujourd'hui, on en est là à discuter parce qu'à un moment donné, le gouvernement a manqué d'anticipation, le gouvernement a manqué vraiment de planification dans la gestion
des mouvements sociaux. Parce que si aujourd'hui les chiffres du Fonds commun ont monté, c'est à cause des manifestations du ministre, que ce soit le syndicat des financiers, le syndicat du Trésor, les gens des régies qui ont manifesté pour obtenir quand même un certain nombre de choses dans le cadre de ce Fonds commun. Et cette manifestation est venue du fait que lorsque le président est entré en fonction, il a été accueilli à froid avec la revendication des magistrats. Et ces magistrats se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont eu des acquis. Et ceux qui sont le plus concernés par le Fonds commun, ce sont des gens qui travaillent au ministère de l'économie et des finances. C'est des gens de régie, c'est des gens qui font rentrer l'argent. Ils savent quelle est la masse, le flux financier qui entre dans le pays. Ce sont eux aussi, les financiers, qui calculent les salaires des gens. Donc, quand ils s'assoient, ils calculent le salaire d'un magistrat. Ils se disent qu'ils ont le même, en quelque sorte, le même niveau à diplôme égal, et un magistrat a ça. Donc, eux aussi, ça ne peut pas être comme un ancien qui est quand même dans la brousse, qui ne sait pas un magistrat gagne combien. Donc, comparativement, ils se disent que non, nous aussi, nous allons nous battre pour qu'à diplôme égal, même si le salaire n'est pas le même, que nous puissions avoir quand même quelques... Et c'est ce qui a amené cette bataille. Si vous prenez aujourd'hui les chiffres que Madame la ministre a donnés, quelqu'un qui gagne, un cadre qui gagne 6 millions de fonds communs par an, si vous calculez, c'est comme si par mois, il gagne quelque chose de 500 000. S'il a 250 000 ou 300 par mois, il tourne autour de 800. Donc, comparativement, c'est comme en quelque sorte un magistrat. Voilà. Donc, aujourd'hui, je dis... on aurait fallu ne pas arriver là, on en est arrivé. Et bon, je pense que le gouvernement est en train d'aller à une procédure de remise à plat. Okay. Maintenant, dans cette procédure de remise à plat, on a dit qu'il y a certains corps qui ne sont pas peut-être concernés. Bon, quels sont les corps qui seront concernés? On en saura plus. D'accord. Oui, Paul Miki. Alors, M. Sagnon, vous avez donné des chiffres évolutifs en ce qui concerne le fonds commun, jusqu'à 55 milliards de francs CFA pour 2017. C'est-à-dire que nous sommes dans une dynamique où, si rien n'est fait, d'ici 2020, on sera à 100 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Donc, on est en train de voler comme ça. On est en train de dilapider, si vous voulez, le budget de l'État. Et Osé l'a dit. Il est question justement de voir à ce niveau qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de fonds communs qui ne datent pas d'aujourd'hui. Moi je pense que ce sont les revendications des mêmes agents qui à un moment donné avaient estimé que le fonds commun méritait d'être amélioré. Et ils sont sortis, ils ont revendiqué. Ça fait que l'opinion est désormais au courant. Aujourd'hui, personnellement, je me réjouis du fait que Madame la ministre de l'économie et des finances et du développement ait eu le courage d'aller devant la représentation nationale pour avancer ces chiffres. Ça veut dire qu'elle l'a dit avec un air d'inquiétude lorsqu'on l'écoute, parce qu'on ne sait pas où on va avec ça. Parce que malgré tous ces avantages, vous avez vu qu'il y avait une grève qui était dans l'air du temps. Je ne sais pas si c'est maintenu ou pas. Mais les financiers voudraient donc repartir en grève. C'est d'ailleurs ce qui a valu la question orale du député Tamboura, justement pour savoir pourquoi il ne fallait plus aller en grève. Alors les chiffres ça donne froid dans le dos, comme Osé l'a dit. Donc si les cadres de catégorie A ont 6 millions par an, en ce qui concerne le fonds commun, ça veut dire que si on fait des calculs, ça veut dire qu'environ 500 000 francs CFA comme bonus salarial, parce que moi j'appelle ça bonus parce que ce n'est pas le salaire net. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec le salaire qui est régulièrement payé. Et on a vu ces mêmes agents qui, l'année dernière, sont allés en grève pour réclamer justement une amélioration de ce fonds commun. Et en allant en grève, vous êtes déjà payé pour un travail que vous faites. Vous utilisez ce travail pour aller en grève pour réclamer plus. Là, nous sommes dans une dynamique où les gens ont le pain et c'est le beurre qu'ils sont en train de chercher. Or, le beurre même a dépassé le pain. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Si le fonds commun est vraiment un fonds commun, qu'il soit commun pour tous les 20 millions de Burkinabés que nous sommes, ou alors il faut penser à sa suppression parce que je sais très bien qu'il y a des fonctionnaires qui n'en bénéficient pas. Il y en a beaucoup même qui ne sont pas au courant de l'existence de ce fonds commun. Donc ça fait le lit d'une injustice. Alors que dans nos sociétés, ce sont les injustices qui envoient tous les problèmes. Il ne faut pas créer des inégalités entre Burkinabés. En quoi est-ce que quelqu'un qui collecte des fonds mérite d'être mieux payé que celui qui en produit? Quand on collecte les fonds, ça veut dire quelque part quelqu'un a produit de la richesse. On ne parle pas de ces gens-là, non mais parce que l'argent passe entre leurs mains, il faut augmenter leurs revenus, il faut augmenter les avantages dont ils bénéficient. Je pense qu'il faut qu'on arrête ça tout de suite et maintenant. S'il y a des gens qui estiment que sans fonds commun, ils ne peuvent plus être fonctionnaires, ils ont la possibilité de démissionner parce que ça aussi, ça existe au niveau de la fonction publique. Parce que si les gens ne démissionnent pas, c'est parce qu'ils sont satisfaits. Donc, à mon avis, il faut examiner froidement les choses. Osé l'a dit également, on est dans une dynamique où le chef de l'État
le 31 décembre dernier, avait annoncé justement une rencontre pour la remise à plat des systèmes de rémunération. Les choses ont commencé timidement en fin février, mais on n'entend plus parler de cette rencontre. On va en arriver. On pense que justement, ce sera l'occasion. On va en arriver. On va donner peut-être la parole à Zoubaviel pour rester sur le fonds Alors, moi, je commun. pense que la sortie de la ministre en charge de l'économie et des finances procède d'une invite malsaine à inviter les Burkinabés à opiner sur une question de malgouvernance. La chose n'est pas fortuite, ce n'est pas anodin. Souvenez-vous que lorsque les syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances et le gouvernement devaient signer leur accord, alors ils ont tout fait pour confiner ça comme un pacte colonial. C'est-à-dire qu'un pacte où on ne dit à personne le contenu. Alors moi j'étais surpris de voir Madame la ministre en charge des finances aller donner autant de chiffres au niveau de l'Assemblée nationale. Alors je me suis posé la question de savoir c'est quoi l'opportunité de cette sortie. Je sais que c'est une question qui a été posée. Oui, c'est une question. Les élus nationaux veulent comprendre. Voilà, les fonds communs, c'est quoi? Parce que Paul Miki l'a dit, il y a une grève en perspective. Oui, mais on ne comprend pas. Oui, mais l'élu national qui a posé la question n'est pas n'importe qui. Il s'agit du député Hussein Tamboura, qui est l'un des idéologues du MPP. Alors, pour revenir à la question, lorsqu'elle a avancé les chiffres, de dire que certains cadres gagnent 6 millions et certains, même les chauffeurs, la catégorie E, gagnent 4 millions et 500 000 francs l'année. Moi, je tombais des nues et j'ai cherché à comprendre pourquoi, effectivement, l'opportunité de cette sortie. Alors, j'ai tenté de me renseigner un peu au niveau du milieu et effectivement, il y a une crise latente au niveau du ministère de l'économie et des finances. Parce que avec les différents accords sectoriels qui ont été signés avec les différents syndicats et après, de façon groupée, pour revoir à la hausse le fonds commun, il s'est trouvé que les régies des recettes, en l'occurrence les impôts, et le trésor public et la douane, ont estimé qu'ils ne peuvent pas toujours rester des vaches à lait du ministère, pendant que les régies de dépenses, comme ceux en charge des finances, gagnent des gros montants ou des montants à peu près égaux à ce qu'ils gagnent. Et pire, aujourd'hui, il se mesure même que les douaniers n'ont pas perçu leur part du gâteau en griffe, parce qu'ils estiment aujourd'hui que la part qui leur revient de droit ne correspond pas aux efforts qui sont déployés sur le terrain. Alors, la ministre aujourd'hui met la question, une question qui était censée rester secrète, parce qu'en son temps, en Nombo et le ministre Clément Savadogo, qui était en charge de la fonction publique, ont dit que rien ne va filtrer. C'est un accord qui a été trouvé, ils vont reprendre le service et il n'y aura rien. Aujourd'hui, je suis surpris qu'on vienne dire au Burkinabé, voilà un cadre gagne. C'est une bataille de l'opinion pour préparer les esprits à ce que si d'aventure les douaniers ou je ne sais pas, ceux des impôts ou du trésor sortent, qu'on dise que vous gagnez trop, vous en faites trop. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est une question de responsabilité du gouvernement. Il y a des pays, je prends l'exemple des pays comme le Gabon, quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, il se trouvait des gens au Gabon, des directeurs généraux au Gabon qui prenaient 100 millions de francs CFA l'année sur cette affaire de fonds communs. On a dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer parce qu'à un moment donné, c'est une injustice qui refroidit même les autres travailleurs dans leur élan patriotique. Ça dit que vous êtes de catégorie A, vous êtes affecté, je ne sais pas, à Falangoutou ou dans un coin du Burkina Faso, où vous percevez votre salaire avec tout le décor qui n'est pas toujours facile. Alors, vous avez quelqu'un qui est à Ouagadougou ou, je ne sais pas, au niveau du ministère de l'économie et des finances, qui est en catégorie E, c'est-à-dire qui détient son permis de conduire et donc même le fonds commun dépasse tous vos revenus annuels. Alors, je pense que c'est une injustice ici. Moi, je ne sais pas s'il faut supprimer ou pas, mais je pense qu'ici, il ne s'agit pas d'alerter les Burkinabés pour dire que non. Pas... Quand on signait les accords là, elle savait très bien que non, c'est ce à quoi ça allait aboutir. Il fallait, je m'étonne même que ce soit maintenant qu'elle le dise. Donc, c'est une question de responsabilité du gouvernement. C'est au gouvernement de prendre sur lui, de donner des solutions à ce problème-là. Et du reste, c'est même ce problème-là qui a créé même tous les conflits sociaux que nous voyons ici. Parce que quand vous vous imaginez qu'à un moment donné, il faut travailler... Okay. Mais... Alors, on va donner la parole aux autres aussi pour voir... Oui, Lassane, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Zoubaviel? C'est le gouvernement qui a peut-être mal géré la situation qui aboutit aujourd'hui à ce que le fonds commun, en tout cas, augmente de façon continuelle au fil du temps, puisque alors, il est indexé, si on peut le dire, au recouvrement des recettes. Oui, comme je l'ai dit dans mon
dans ma première intervention, je pense que la responsabilité du gouvernement est engagée dans tout ce qui est arrivé avec les revendications. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, face quand même, peut-être, je ne dirais pas à l'impuissance du gouvernement face à un certain nombre de syndicats qui se disent quand même forts, parce que lorsque les agents du Trésor ont fait le débrayage en 3 semaines, le Trésor a été bloqué, le gouvernement était obligé d'aller signer un protocole d'accord avec le syndicat, et un protocole d'accord qui avait été d'ailleurs protégé comme un bébé qui venait de naître. On a tout fait, les deux parties, on a tout fait pour ne pas en parler, rien à filtrer. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement veut utiliser l'opinion pour faire la bataille. Parce que si on ne peut pas affronter de façon directe un certain nombre de syndicats, l'opinion ne sait pas ce que gagne un inspecteur des impôts ou un administrateur de service. L'opinion ne sait pas. On révèle vraiment ces chiffres à l'opinion nationale pour mettre à contribution l'opinion nationale sur un certain nombre de batailles. Vous savez qu'on est en train d'aller vers la remise à plat. Voilà. Et cette remise à plat, on nous dit, par exemple, qu'un certain nombre de corps ne sont pas concernés. Pourtant, je pense que ce sont quand même des Burkinabés qui émargent dans le budget de l'État. Je pense que s'il y a une ceinture, s'il y a vraiment un sacrifice à faire, nous devons tous faire ce sacrifice. Que ce soit journaliste, que ce soit l'inspecteur du Trésor, que ce soit le magistrat, que ce soit même l'armée, qui émarge aussi dans le budget de l'État, que ce soit les présidents d'institutions, même au niveau du gouvernement, qu'on puisse faire ce sacrifice-là pour que vraiment, réellement, on puisse investir au lieu d'utiliser cet argent. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, comme vous le dites, cette réflexion qui a été lancée pour revoir en tout cas les rémunérations des Burkinabés, pour la réforme en tout cas de ces rémunérations, vous pensez que cette question de fonds communs peut être réglée donc à ce niveau, très rapidement? Alors, si on fait une telle rencontre et que ça bouffe de l'argent et que l'on finit et la rencontre, on se rend compte qu'il y a toujours des inégalités de type fonds communs, ça veut dire que la rencontre aurait échoué et elle n'aurait pas eu sa raison d'être. Donc, je pense que c'est l'occasion, évidemment, de régler tout cela. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que la ministre n'avait pas le choix, et peut-être pour répondre à la préoccupation de Dabiré, que de donner ces chiffres, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à camoufler autant d'argent qui est distribué de cette manière. Et pendant ce temps, il y a la grogne qui menace. Donc, il va falloir à un moment donné dire la vérité au Burkinabé, où va l'argent du contribuable. C'est important de le savoir parce que, bon, on a vu ces chiffres qui font froid dans le dos, 55 milliards de francs CFA par an. Rappelez-vous, lorsque les enseignants ont commencé leur revendication, le Premier ministre avait dit que l'incidence financière, c'était 50 milliards de francs CFA et que c'était trop pour le gouvernement. Alors que rien que les enseignants, ça représente environ la moitié des fonctionnaires burkinabés. Pourquoi ne pas leur accéder, leur donner donc satisfaction? Et on a donc ces 55 milliards de francs CFA qui sont distribués comme ça, j'allais dire de façon indue. Mais le fond du débat, c'est que c'est sur une base légale, on en convient, que le fonds commun service. C'est tout à fait légal. On n'est pas en train de dire que c'est des pillages de ressources, ce n'est pas également un détournement, parce que c'est tout à fait légal. Mais là où il faut agir, c'est justement sur les textes qui permettent de servir aux agents ces fonds communs. Il faut revoir rapidement ces textes, sinon on est dans une situation où les gens vont sortir encore revendiquer. Parce qu'aujourd'hui, si on continue dedans, le gouvernement ne pourra plus dire à un seul Burkinabé qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État pour satisfaire certaines revendications. Tout se passe au niveau des injustices, comme je l'ai dit. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que le chef de l'État l'a dit en fin décembre 2017 qu'on va remettre à plat les salaires, c'est-à-dire à travers un forum. Donc, si on a cette rencontre-là, il y a autant d'éléments qui doivent être revus. S'il faut revoir les décrets, il faut les voir. C'est vrai que c'est des lois, mais je vais dire que la loi, ce n'est pas bon Dieu qui nous l'a imposé. Ce sont nous, les hommes, on peut également les modifier comme on peut pour améliorer notre vivre ensemble. Parce que si on continue à creuser le fossé entre riches et pauvres, on va avoir des revers douloureux après. Parce que ce sont les injustices qui font les lits des révoltes. Il faut corriger ça rapidement. Donc, il est attendu justement de cette rencontre que toutes ces irrégularités et bien d'autres soient corrigées. Sinon, ça n'aura servi à rien d'aller vers ce forum national pour la réforme des systèmes de rémunération des fonctionnaires au Burkina. Alors, Zubaviel, vous pensez que cette rencontre, en tout cas, qui est prévue, je pense que les différentes parties travaillent déjà sur ça a commencé, voilà, donc, les différents projets. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une solution donc, à ce niveau pour le fonds commun? Non, mais la raison d'être même de ces assises-là, c'est de trouver des solutions. Comme Paul Miki l'a dit, si au sortir de toutes de ces assises, on n'a pas de solution
structurelles sur la gestion de cette histoire des fonds communs et bien d'autres choses que peut-être la ministre n'a pas eu l'occasion de le dire parce que, et comme on le rappelait au début de cette émission, il n'y a qu'avec ce passage-là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que le ministère de l'économie et des finances qui a ces fonds-là. Ailleurs, ça prend d'autres dénominations, mais ça aboutit au même résultat, c'est que certains gagnent plus que d'autres. Alors, si au sortir de ces assises, on n'a pas de solution pour gérer ces fonds communs et autres injustices qui minent même la bonne marche de l'administration publique, je pense que ça serait, comme on appelle, ça serait vraiment du gâchis. Et ça va même encore accentuer même les conflits sociaux. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des syndicats sont aujourd'hui dans une situation de latence en attendant de voir ce que tout ça va donner. Donc je pense encore une fois de plus que c'est une question de responsabilité du gouvernement. Personne n'a imposé au gouvernement, le Burkina Faso ne s'est pas créé avec des fonds communs. C'est au fil de l'évolution des choses qu'on a jugé bon de les mettre pour pouvoir répondre à un certain nombre d'objectifs, atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais si aujourd'hui, il se trouve que 8300 personnes se partagent un certain montant et que ça ne concerne même pas l'intérêt général. Paul Mikil a dit de suite, là, les 50 milliards même, et dont parlait le Premier ministre pour ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale. Il y avait les bourses y compris. Ah ouais. Et aujourd'hui, ça aboutit, il y a des gens qui ont eu des bourses. C'est quelque chose, ça concerne l'intérêt général. Mais quand un groupuscule s'accapare quelque chose et à un moment donné, l'État essaie de jouer sur l'opinion pour dire que non, nous sommes impuissants, c'est à vous de nous aider à régler ce problème. L'opinion ne peut pas aider à résoudre un problème de ce genre. Oui, on va rester sur cette question d'impuissance. Est-ce que vous pensez vraiment que le pouvoir en place aujourd'hui a les moyens, en tout cas, de revoir cette question de fonds communs, parce que c'est quelque chose qui est là, qui a résisté à Garango, à feu le président Thomas Sankara, qui continue. Alors, est-ce que vraiment le gouvernement actuel a le pouvoir donc de régler cette question une bonne fois pour toutes? Oui, Lassane. Oui, avant de parler de ça, moi-même, je suis sceptique d'abord sur les résultats que ce forum va donner. Parce que, pourquoi je suis sceptique? Parce que, à ma connaissance, la CGTB n'est pas partant de ce forum. Hein. Et quand vous regardez les centrales syndicales, c'est la CGTB qui contient en cette centrale-là presque 90% des syndicats de fonctionnaires. Les plus actifs. Oui. Voilà. Les autres, c'est des syndicats, c'est des centrales qui renferment des syndicats du privé. Et si les principales concernées refusent d'aller au forum, et je ne sais pas, c'est des gens, c'est l'opinion, je ne sais pas, ce sont les forces vives avec l'État qui va discuter du salaire des gens qui refusent d'aller à un forum parce que peut-être les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que déjà même le problème ne s'oppose pas? Voilà. Donc, pour moi, les résultats de ce forum, on risque d'utiliser de l'argent, de l'argent public pour faire un forum qui va encore amener un certain nombre de troubles. Et je dis, si par exemple les problèmes de fonds communs, un certain nombre de choses ne trouvent pas solution, avec cette sortie médiatique du ministre, ça va accentuer les manifestations parce que pour un certain nombre de corps qui ne savaient pas qu'il y avait une certaine... autant d'argent. Bon, en quelque sorte, qui ne savaient pas qu'il y avait ça au ministère des Finances. Quand ils vont sortir, le gouvernement ne peut pas leur dire qu'il n'y a pas l'argent. Voilà, parce qu'ils savent qu'il y a une certaine inégalité entre les agents publics, les agents de l'administration. Donc, moi, je pense que cette sortie, ça va entraîner un certain nombre de choses dans les jours à venir. Alors, oui, et sur la question de la capacité, en tout cas, du gouvernement de revoir les choses. Sur ça, moi, je pense que, ça serait un peu compliqué parce que je ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Parce que si on le dit, c'est trop dit, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a même des gens au sein du ministère qui estiment que Madame la ministre n'a pas mesuré ses forces et ses faiblesses avant d'aller étaler ces choses au niveau de l'Assemblée nationale. Et que, vraiment, ça risque de polluer l'atmosphère. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Voilà. Donc, je pense que c'est au gouvernement de voir avec les différents syndicats pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, effectivement, sur la question, vous vous souviendrez que dès la prise de fonction de Madame le ministre en charge de l'économie et des finances, elle avait accordé une interview au journal au bimensuel L'événement où elle avait décrypté un certain nombre de faits qu'elle pensait injustes. Et malheureusement, elle n'a pas bénéficié de l'appui et peut-être de certains de ses collègues
en l'occurrence même le Premier ministre et peut-être le président du Faso. Parce qu'elle peut avoir la volonté de vouloir reformer tout ça. Mais est-ce que ses supérieurs hiérarchiques sont prêts à franchir le pas? C'est là toute la question. Parce que décider aujourd'hui de réviser ce fonds commun-là, c'est prendre le risque de bloquer le pays pendant au moins 2-3 mois avant de trouver une solution. Voilà, avant de trouver une solution. Quand on prend aujourd'hui le budget 2018 du Burkina Faso, c'est un budget qui tourne autour de 2500 milliards de francs CFA, dont 2050 milliards de francs CFA comme ressources propres qu'on doit mobiliser. Et c'est encore ce ministère à travers les impôts, la douane, voilà, les régies des recettes. Alors, est-ce que le gouvernement aura aujourd'hui assez de courage de prendre des mesures ici et maintenant et de dire qu'aujourd'hui nous avons atteint un certain stade où il faut que nous revoyions peut-être ça à la baisse, ou bien il faut que nous trouvions les mécanismes, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est indexé à quelque chose aujourd'hui qui permet sa croissance en fonction de l'évolution du budget. Alors, est-ce qu'on va changer les mécanismes pour permettre de réguler tout ça? Est-ce que je n'en sais rien? Mais je pense qu'aujourd'hui, la ministre, dès le début, elle avait donné le ton, elle est peut-être de bonne foi, mais encore faut-il qu'elle bénéficie et du soutien du Premier ministre et du soutien du président qui lui-même, comme il l'avait annoncé, il faut qu'il aille au bout de sa logique, de sorte à ce qu'on puisse, même si ça va créer quelques blocages à un moment donné, mais c'est une question qu'on peut résoudre pour de bon. Sinon, ça va jalonner toute sa gouvernance et ça sera vraiment dommage. D'accord. Une dernière réaction sur la question. Moi, je pense que la capacité du gouvernement à régler cela réside dans lui-même, sa capacité à être transparent. Parce que c'est assez important. Ce qui s'est passé, c'est que deux pouvoirs se sont rencontrés, le gouvernement et puis l'Assemblée nationale. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut décider les choses. Le gouvernement a jeté, en tout cas donné l'information à travers la ministre, et les députés, c'est leurs réactions également qui sont attendues, c'est eux qui font les lois. Donc, à mon avis, il faut revoir les textes rapidement. Maintenant, il faut s'assurer également que le syndicat ne tient pas le gouvernement quelque part. Parce que s'il se trouve que on se rend compte, on se rappelle très bien que les grèves de l'année dernière, et je dois bien la rappeler, il y a eu des accords secrets qui ont été signés. Et on a dit que les montants ne seront pas dévoilés. Alors, les journalistes étaient en train de couvrir toutes les étapes de la grève. Lorsqu'il y a eu la signature, ils ont été mis de côté et le contenu de l'accord n'a pas été dévoilé. Est-ce que le gouvernement et les syndicats aujourd'hui ne s'entendent pas comme des larrons en foire autour de ce fonds commun? La question également, c'est de savoir qu'est-ce que les membres du gouvernement eux aussi gagnent à côté. Est-ce que les syndicats ne sont pas au courant de cela? Les questions de caisses noires et tout, cette masse d'argent qui passe, on ne sait pas où, et les financiers sont bien placés pour le savoir. Maintenant, si les deux entités s'entendent, on risque de se retrouver donc dans une situation où on ne sortira pas de là. Donc pour moi, il faut que le gouvernement soit suffisamment immaculé pour pouvoir donc régler cette question de fonds communs. Parce que la personne qui puisse régler ça, vous l'avez rappelé, et les gouvernements successifs ont tenté, n'ont pas réussi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça c'est clair. Sinon, ça va faire des révoltes au sein de l'opinion. On a vu déjà les réactions des uns et les autres depuis que la ministre a donné ses chiffres. Donc, il va falloir faire très attention. En tout cas, c'est une bombe qu'il faut désamorcer, c'est mon avis. D'accord. Et on espère qu'elle sera désamorcée. On va parler d'un tout autre sujet. On va parler de culture avec l'ouverture de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture qui a débuté hier à Bobo-Dioulasso. Vous avez peut-être pu suivre la cérémonie d'ouverture ou pas. Alors, l'édition 2018 se tient sous les thèmes sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis. Un mot alors sur cette biennale de la culture burkinabé dont l'objectif est de valoriser et de promouvoir donc tout ce que nous avons comme valeur culturelle. Lassane. Oui, c'est en tout cas un rendez-vous quand même qu'il faut saluer, institué depuis sous la Révolution, qui a connu quand même un certain nombre d'avancées et d'évolutions. Et aujourd'hui, on est arrivé à là. Je pense que les innovations majeures, comme le ministre même l'a dit, c'est l'institution du Cocodonda comme pagne officielle de cette SNC, quand même que les gens ont beaucoup salué. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas faire juste des actes ponctuels pour valoriser nos productions, nos productions locales, mais le fait même quand même de prendre le Cocodonda comme pagne officiel, parce que vous savez que depuis la décision du styliste Bazemse de faire la promotion de ce pagne-là, qui était méconnu, qui était peut-être méprisé par
aussi bien les Bobolais que tous les Burkinabés. Aujourd'hui, c'est devenu un pagne vraiment très sollicité et il faut saluer l'acte de ce styliste et demander ensuite au gouvernement d'aller plus à ce que le styliste a fait, parce que lui, il a fait un acte individuel. C'est l'État qui a cette politique de promotion des productions locales et c'est vraiment bien que le pagne soit pris comme pagne officiel. Il y a ensuite le fait qu'il n'y a plus de compétition entre les différentes cultures, parce que vous ne pouvez pas demander à une danse Warba qui vient de Komisiri ou bien de Zorogo d'aller compétir avec une troupe qui vient une troupe d'Agara ou je ne sais pas, parce que les critères d'évaluation ne sont peut-être pas les mêmes. Voilà. Donc, peut-être que le gouvernement a pris la bonne décision en attendant de voir, mais il y a quand même des réactions qui estiment que c'est la bienvenue, tandis qu'il y a d'autres qui estiment que non, il faut garder l'aspect compétitif. Voilà, mais c'est autant de mesures, au moins deux mesures, des innovations qui apportent quand même une plus-value à cette édition de la SNC. D'accord, oui. Donc, je pense que c'est l'un des rendez-vous dont le Burkina peut se réjouir parce que nous sommes devenus un pays, heureusement, qui est passé maître dans l'organisation des grands rendez-vous de cette nature. Avec la SNC, on peut dire que c'est l'un des plus grands rendez-vous culturels de l'Afrique. À côté de cela, nous avons le CIAO qui est également l'un des plus grands rendez-vous du monde artisanal à Ouagadougou également. On a le FESPACO qui fait de Ouagadougou la capitale du cinéma. À côté de cela, on a également le Tour du Faso qui est le plus grand tour cycliste international de l'Afrique. Donc, c'est autant d'événements qui montrent que le Burkina Faso est passé maître dans l'organisation d'événements de cette nature. Donc, moi, je voudrais saluer justement le fait que les différents gouvernements ont réussi à garder le flambeau de cette SNC parce que ce n'était pas évident. Chaque année, il y a des difficultés, mais on fait tout pour relever le pari. Donc, il est question justement de valoriser la culture burkinabé parce que nous savons que nous sommes un pays de culture et que la culture, c'est la chose qui reste lorsqu'on a tout perdu. Donc, il est important de le valoriser. À ce niveau, il faut saluer également les innovations dont a parlé Osé tantôt pour cette édition qui est la 19e parce que de façon successive, on a tenu ce rendez-vous. Il faut saluer également le fait qu'on a fait une ouverture vers l'international. Parce qu'à écouter le comité d'organisation ou la direction générale de la SNC, il est question de faire désormais que quand quelqu'un vient à la SNC et qu'il a un trophée ou une reconnaissance, que cette reconnaissance soit véritablement internationale, que ce soit une sorte de label. Donc on est en train d'évoluer à mon avis. Mais en même temps, il y a pas mal de choses à corriger parce que depuis de longues années, on a dit que les artistes qui quittent les quatre coins du Burkina, qui se retrouvent dans la ville de Bobo-Dioulasso pour une semaine de compétition ou du moins une semaine de festival à Bobo, ont des difficultés de logement. Aujourd'hui, il y a des milliers d'artistes qui sont à Bobo. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de vider les salles de classe, de superposer des tables bancs pour loger les artistes dans des conditions qui ne sont pas là. Moi-même, je suis rentré de Bobo-Dioulasso pas plus tard qu'il y a quelques heures. J'ai vu des salles de classe qui ont été vidées pour que des artistes viennent loger dedans. C'est comme ça depuis des années. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs saluer et soutenir le projet de maison de la culture, ou bien comme on appelait, de villa, voilà, villa des artistes, cité des artistes justement à Bobo-Dioulasso pour faire en sorte que la culture continue donc de vivre dans cette ville du Burkina parce que bon, c'est un rendez-vous. Mais en même temps, cette année, on a remarqué une certaine morosité au niveau de l'engouement des Bobolais. Jusqu'à la dernière heure, on n'avait pas l'impression que c'était une ville qui allait accueillir la SNC. Peut-être que c'est un défaut de communication locale, mais dans tous les cas, le plus important, c'est que le rendez-vous a pu se tenir. Et il faut faire en sorte que le rendez-vous puisse évoluer. Et il faut saluer au passage la mobilisation des membres du gouvernement qui se sont rendus à Bobo-Dioulasso, notamment le Premier ministre, pour rehausser l'image de cette SNC. Et on espère bien que les choses vont continuer comme ça et que l'édition 2019 là, va bien se dérouler jusqu'à la fin. 2018, je crois. 2018, 19e édition. 19e édition pour 2018. Voilà, alors un dernier mot très Alors, rapidement. je pense que c'est comme Paul Miki l'a dit, c'est un grand rendez-vous dans la vie de la nation. Alors, c'est un rendez-vous entre acteurs culturels et population pour essayer de magnifier tout ce qu'on a comme valeur culturelle, c'est à saluer. Alors, ce qu'il faut souhaiter, c'est que cette année, au-delà en plus de ce que Paul Miki vient de dire, c'est qu'il ne faut pas laisser les marchés de la SNC être inondés par les produits manufacturés, comme on avait l'habitude de le constater. La rue marchande. Voilà, la rue marchande. Parce qu'en l'édition passée, 2016, nous avons constaté à un moment donné que c'était rien que des produits chinois, voilà, manufacturés qui venaient de la Chine, qui étaient exposés à ce lieu-là, au lieu de produits burkinabés. Donc je pense que si nous devons célébrer notre culture, il faut aller au bout de la logique,
en exposant tout ce que nous avons comme valeur culturelle dans cette rue marchande, et celui qui veut des produits manufacturés, qu'il aille ailleurs aller les chercher. Alors, c'est aussi dû peut-être au prix qu'on fixe au niveau des stands. Parce que quand vous prenez en une semaine, vous dites à quelqu'un de payer 500 000 francs pour occuper un stand, alors il s'est dit qu'il est obligé de vendre n'importe quoi pour pouvoir rentabiliser. Et je pense qu'à ce niveau, il va falloir qu'on repense la chose. La SNC, ce n'est pas un rendez-vous pour avoir de l'argent. Mais le but même de la SNC, c'est de magnifier, de permettre le brassage culturel, que toutes les expressions culturelles burkinabées puissent, dans une sorte de communion, voilà, donner à voir au public. Alors, l'innovation aussi que les deux confrères ont souligné, elle est, à mon sens, justifiée, parce qu'on ne peut pas... Vous venez de Banfoura, moi je viens de Gawa, vous ne pouvez pas comparer votre culture. Au nom de quoi est-ce que vous allez comparer votre culture? Vous savez qu'il n'y a pas de comparaison possible. Oui, effectivement. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau, ils ont eu la prouesse quand même de ne pas opposer des cultures. Quand on oppose des cultures, à un moment donné, ça crée des frictions, parce qu'on se demande pourquoi est-ce que, parce que je lève le pied gauche pour danser, l'autre lève le pied droit, pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est le pied droit qui gagne? Voilà, donc je pense qu'à ce niveau, voilà, il n'y a pas de logique, ce sont des critères subjectifs qui en son temps avaient prévalu, et je pense qu'aujourd'hui, ils ont le mérite quand même d'enlever ça des compétitions officielles et de remettre au goût du jour la créativité, c'est-à-dire que les troupes tradis modernes. Maintenant, si vous allez joindre un peu de traditionnel à la guitare, je pense que ça fait plus de créativité et c'est à ce niveau qu'on peut peut-être juger, c'est plus objectif, quoi. D'accord. Alors, nous avons moins de 3 minutes pour parler de l'affaire Sarkozy et financement de sa campagne présidentielle de 2007. Pardon. Alors, chacun, donc, vous le comprenez, en moins de 30 secondes pour dire un mot. Qu'est-ce que vous pensez finalement de cette mise en examen de Nicolas Sarkozy dans cette affaire? Je pense que c'est le propre des grandes démocraties. Lorsque l'on se fait financer et par un pays étranger, c'est écrit dans le texte de la République française, c'est interdit. Et Nicolas Sarkozy, certainement, l'a essayé. Mais aujourd'hui, plus de 10 ans après, l'histoire est en train de le rattraper. Et je pense que c'est vraiment le propre des grandes démocraties évoluées. Il faut faire en sorte que lorsque quelqu'un commet une faute, que la personne soit rattrapée. On a vu également tous ces témoignages qui tournent autour de ces financements de Kadhafi. Ça montre également le rôle qu'a joué et la France tout entière. Je ne parlerai pas seulement de Nicolas Sarkozy, mais de la France à travers lui, Nicolas Sarkozy, justement, parce qu'il était le chef d'État, a joué justement au niveau de la Libye jusqu'à l'assassinat du président du guide Muammar Kadhafi. Donc, c'est comme ça, l'histoire rattrape les uns et les autres. Il faut se retrouver face à la justice et on espère bien que, à ce niveau également, Nicolas Sarkozy, qui clame son innocence, aura la possibilité de se défendre comme il se doit. Et je n'ai pas de doute que ça va bien se passer pour qui connaît la justice française qui ne lésine pas sur les moyens. D'accord, oui. Lassane, en 30 secondes. C'est ce que Mekil a dit, c'est ce qui caractérise les grandes démocraties, il faut saluer. Ensuite, il faut dire que Sarkozy, c'est l'homme de plusieurs casseroles, parce que ce n'est pas pour la première fois. Il y a l'affaire Bettencourt, il y a l'affaire Big Malion. Tout ça, ça tourne autour de sa campagne en 2007. Donc, ça montre quand même que le monsieur était prêt à tout faire pour parvenir au pouvoir. Et aujourd'hui, ce sont ces casseroles qui sont en train de le rattraper. Pour le moment, il est présumé innocent, mais il y a beaucoup de témoignages, que ce soit en Libye ou bien en France, qui sont en train vraiment de faire de telle sorte que l'étau se resserre autour de lui. Et prions Dieu que la justice française fasse son travail et qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. En vérité, oui. Alors, moi, je pense que ça s'inscrit dans la même logique que les djembés de Robert Bourgi, qui en son temps avait dit qu'on voyait de l'argent à partir de certains pays africains pour financer la campagne de Jacques Chirac. Alors aujourd'hui, c'est Sarko qui se retrouve face à la justice pour ces mêmes financements occultes. Alors il faut vraiment espérer que la justice aille au bout de sa logique pour pouvoir quand même donner un signal fort, et montrer en quoi est-ce que la France est une grande démocratie et que nul n'est au-dessus de la loi. Au Burkina Faso, vous l'avez constaté, quand on a assis des ministres sur le banc des accusés, il s'est trouvé des gens pour dire que c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. Une grande démocratie, un état de droit fonctionne comme ça. C'est-à-dire que nul n'est au-dessus des lois et tout ce qu'on peut espérer, c'est que ces droits soient respectés au niveau de la procédure jusqu'à ce que ça aboutisse. Et s'il y a quelque chose, que la justice soit dite et que... Voilà. Merci en tout cas pour vos analyses.
Merci à vous également qui nous suivez donc depuis le cap de 11h pour cette émission Débat de presse. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM et Lassane Osé Ouedraogo des éditions Sidwaya. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain si Dieu le veut.